Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2025 a remodelé la politique mondiale instantanément. Pendant des mois, il a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Le monde entier observe pour voir s'il tiendra parole. Beaucoup s'attendaient à un changement majeur, mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde. Trump a renversé la situation plutôt que de céder aux exigences de Poutine. Son administration adopte une ligne dure. Si la Russie n'accepte pas de mettre fin à la guerre selon des conditions que les deux parties peuvent accepter, alors Moscou fera face à des conséquences économiques bien pires que tout ce qu'elle a déjà vu auparavant. Qu'est-ce qui a changé ? Trump a-t-il un véritable plan pour mettre fin au conflit ? Commençons par analyser la position de Trump sur le conflit. Selon le président américain, la guerre en Ukraine n'aurait jamais dû commencer. Il affirme avoir un plan pour y mettre fin dans les 24 heures, suivant son entrée en fonction. Bien que nous puissions affirmer en toute sécurité que l'affirmation des 24 heures a été une affirmation audacieuse et intentionnellement hyperbolique, il y a une part de vérité dans le fait que Trump veut réellement que la guerre en Ukraine se termine le plus tôt possible, mais les raisons de cela pourraient ne pas être celles que vous pensez. Dans ses déclarations précédentes lors de l'élection, Trump n'a fourni aucun plan concret pour mettre fin à la guerre. Presque chaque interview se concluait par une exclamation détournée se résumant à « La guerre est mauvaise », sans aucun plan concret ou directive en place pour le public. Certaines affirmations de Trump pouvaient être prises au pied de la lettre, dans la mesure du possible vu leur nombre incalculable émis au fil des ans. Suggérer que Trump est prêt à faire des accords avec la Russie et l'Ukraine pour mettre fin à la guerre de façon satisfaisante. Mais satisfaisant pour qui ? Voilà une toute autre question. Dans une déclaration du 10 septembre 2024, Trump a esquivé la question de savoir s'il voulait que l'Ukraine gagne la guerre, se contentant de répéter que cela doit se terminer pour les deux parties. Politico a soutenu que ce détournement est l'une des déclarations les plus claires du président élu jusqu'à présent. Cela a montré que ses priorités pourraient être d'apaiser la Russie. Cela est conforme à l'histoire souvent compliquée que Trump a avec Poutine. En 2018, les services de renseignement russes ont été accusés d'ingérence dans l'élection de 2016, qui a donné le bureau à Trump pour la première fois. Trump a nié son implication, qui pourrait être perçue comme une tentative d'apaiser et de se rapprocher de la Russie, alors considérée comme une superpuissance mondiale avec de vastes réseaux économiques et géopolitiques. Malgré cela, l'administration Trump prenait fréquemment des décisions qui paraissaient directement contraires à la rhétorique employée par le président de l'époque. Dès 2017, les États-Unis ont approuvé la vente d'armes et d'équipements anti-chars à l'Ukraine, même si celle-ci et la Russie étaient en état de conflit partiel et que l'acte serait considéré comme offensant pour Poutine. De même, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Russie, en réponse à son soutien au régime déstabilisateur au Moyen-Orient, à son annexion de la Crimée et à l'escalade du conflit en Ukraine. Alors que les premières séries de sanctions ont commencé dès 2014, l'administration Trump a prolongé leur durée tout au long de son mandat, tout comme l'administration suivante de Biden. Encore plus déroutant, bien qu'il prétendait connaître Poutine et était prêt à conclure des accords et ententes honnêtes avec lui, Trump a aussi conseillé à Poutine de ne pas tenter de déstabiliser l'Ukraine et le Moyen-Orient. Dès 2017, cette approche chaude et froide semble avoir transcendé le second mandat de Trump, car ses points de vue n'ont que marginalement changé depuis lors. Il est clair que Trump pense que les États-Unis ont besoin d'une paix avec la Russie, mais sans plan concret, ni vision claire de ce que cette paix implique. L'opinion et la relation de longue date de Trump avec la Russie se complexifient avec l'introduction de l'OTAN dans l'équation. Bien que l'OTAN soit l'alliance militaire la plus puissante du monde, il n'est pas un secret que les États-Unis fournissent un effort considérable en termes de main-d'œuvre, d'accès à la technologie et de potentiel offensif et défensif pur. Les États-Unis possèdent le plus grand arsenal, les forces aériennes, les forces navales, y compris les porte-avions et les capacités à longue portée. Cela a été prouvé aussi récemment qu'en novembre 2024, lorsque l'armée américaine a lancé une série de frappes dévastatrices sur l'Iran et les milices soutenues par l'Iran à travers le Moyen-Orient. Les principales voies d'attaque étaient les bombardiers et les chasseurs, souvent de la génération précédente plutôt que la plus récente. Les attaques ont prouvé qu'avec plus de 750 bases militaires dans plus de 80 pays, les États-Unis ont toujours la capacité de déployer leurs troupes partout dans le monde. Ces bases militaires sont les plus répandues au Japon, en Allemagne et en Corée du Sud pour améliorer la défense nationale contre la Chine, pour le Japon et la Corée du Sud, ou la Russie, pour l'Allemagne. Mais si vous regardez l'OTAN durant le premier mandat de Trump, il était évident que d'autres pays dépendaient trop des États-Unis. L'Alliance recommande que chaque pays membre contribue au moins 2% de son produit intérieur brut au budget militaire et de défense nationale de l'organisation.
Seulement 3 membres ont suivi cette recommandation avant 2014. Les États-Unis sont restés l'un des plus grands contributeurs proportionnels, allouant constamment entre 3,5% et 3,8% de son produit intérieur brut à son armée chaque année. En 2024 seuls, la Pologne et l'Estonie ont contribué proportionnellement plus au programme de défense nationale de l'OTAN. Parmi les autres puissances économiques, seul le Royaume-Uni contribue constamment environ 2% de son produit intérieur brut à la défense. L'Allemagne, la France et l'Italie ont toutes contribué moins de 1,5% annuellement avant la guerre en Ukraine. Le déséquilibre des dépenses de défense au sein de l'OTAN a incité Trump à demander aux alliés d'augmenter leurs contributions. Selon certains rapports, Trump envisagerait de réduire le rôle des États-Unis dans l'OTAN si les autres pays ne respectèrent pas leurs objectifs de dépenses militaires. Cependant, quitter entièrement l'OTAN serait sans précédent et manque d'un cadre juridique clair au sein de l'Alliance. En même temps, la Russie considère l'OTAN comme l'une de ses plus grandes causes de conflit, car l'expansion lente de l'Alliance au fil des ans a pratiquement amené chaque pays d'Europe de l'Est à être soit dans l'OTAN, soit allié avec la Russie. Cela a créé une situation similaire au rideau de fer de la guerre froide, où les pays se tournent vers la Russie ou l'Ouest pour le soutien économique et l'influence géopolitique. À quelques exceptions près, l'alliance de l'OTAN comprend la plupart de l'Europe continentale. Les 2 membres les plus récents, la Suède et la Finlande, ont une longue histoire de guerres et de tensions avec la Russie. Un retrait américain de l'alliance serait probablement perçu comme une grande victoire géopolitique pour la Russie. Sans les États-Unis, l'un de ses membres les plus grands et les plus puissants, est le seul à posséder un arsenal nucléaire rivalisant avec celui de la Russie, l'OTAN aurait beaucoup moins d'influence pour orienter les politiques russes et est-européennes. Et peut-être plus important encore, les États-Unis. Est sans doute le plus grand contributeur aux dons dirigés par l'OTAN en Ukraine tout au long de la guerre. L'industrie militaire américaine a fourni à l'Ukraine des chars, des munitions, des défenses anti-aériennes et des missiles à longue portée, qu'elle a utilisés efficacement pour prolonger la guerre et ruiner l'armée et la réputation de la Russie. Mais il y a une possibilité que peu importe si les États-Unis sont dans l'OTAN ou non, leur présence pourrait ne pas avoir d'effet sur l'aide que reçoit l'Ukraine. Peu après son arrivée, l'administration Trump a suspendu certaines aides non militaires à l'Ukraine pour une période de révision de 90 jours avec option de prolongation. Néanmoins, le président Zelensky a confirmé la poursuite ininterrompue de l'aide militaire, essentielle à la défense de l'Ukraine. Cela suggère que Trump privilégie une résolution du conflit sur sa relation avec Poutine, adoptant une position d'apparence neutre tout en préservant les intérêts américains, intérêts stratégiques. Pour Poutine seulement, tout ce qui est d'au moins qu'un soutien total à la cause russe signifie que les États-Unis pourraient aussi bien avoir dit que leur armée est sur le point d'entrer en guerre elle-même. Il y a un autre angle que Poutine aurait pu espérer lorsque Trump a pris ses fonctions le 20 janvier. L'une des principales raisons de l'escalade du conflit en Ukraine a été le fait que le pays a commencé à se rapprocher de l'UE et de l'OTAN pour entrer. L'Ukraine a demandé à adhérer à l'UE quelques jours après le début de l'invasion, alors que la perspective d'adhésion à l'OTAN avait été évoquée de manière générale auparavant. En se liant à l'OTAN et à l'Europe occidentale en général, l'Ukraine s'est éloignée culturellement, démographiquement et technologiquement de ses influences russes, et cela a été un énorme problème pour la Russie. L'Ukraine est riche en ressources naturelles, étant un principal exportateur de céréales et possédant d'importantes réserves de métaux, charbon, graphite et gaz naturel. Les métaux incluent fer, manganèse, cuivre, uranium, titane, certains étant les plus grandes réserves en Europe. Le cuivre, l'uranium et le fer sont essentiels pour des industries comme la fabrication ou la production d'énergie. Mais l'Ukraine n'a pas actuellement les capacités d'exploiter pleinement ses réserves. Si l'Ukraine entre dans l'UE et l'OTAN, ses ressources seront probablement acheminées vers l'Europe occidentale. L'Ukraine pourrait vendre ses produits à un prix plus élevé à un pays industriel comme la Chine. Cela permet à l'Ukraine de propulser son industrie et d'améliorer la qualité de vie de ses ressources. Inversement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie montre que Poutine, et peut-être la Chine, ont un intérêt direct à contenir ces ressources pour eux-mêmes. Cela mène à une situation où Poutine refuse d'arrêter la guerre, tant que les États-Unis d'Amérique, ou plutôt Trump, ne reviennent pas sur de nombreux changements politiques depuis le début du conflit. Cela comprend l'arrêt de l'utilisation d'armes à longue portée en Russie par l'Ukraine, la réduction des livraisons d'armes des États-Unis ou de l'OTAN, la reconnaissance des territoires occupés comme russes, la levée des sanctions économiques, l'interdiction pour l'Ukraine de rejoindre l'OTAN et le contrôle de son adhésion à l'UE. Ce changement de cap replacerait l'Ukraine dans la sphère d'influence russe, la rendant similaire à la Biélorussie.
Un autre point complexe est que la Russie et les États-Unis sont techniquement engagés dans un conflit par procuration au Moyen-Orient. La Russie est l'un des principaux exportateurs d'armes et d'équipements vers la Syrie et l'Iran, ce dernier finançant des milices anti-israéliennes dans les pays voisins. En réponse, l'Iran a fourni à la Russie des drones kamikazes à longue portée vitaux comme le Shahid 136 qui bombarde l'Ukraine depuis des années. D'autre part, les États-Unis ont donné plus d'aide économique et militaire à Israël qu'à tout autre pays dans le monde. Cela a permis au pays d'être l'un des rares capables de créer un mur anti-aérien, le protégeant des interférences à longue portée. Avec Israël et l'Iran et ses mandataires en conflit ouvert, Poutine pourrait espérer que la résolution de la guerre en Ukraine en sa faveur placerait l'Ukraine dans sa sphère d'influence, réduirait la pression géopolitique que l'OTAN peut exercer et aiderait l'Iran dans son conflit contre Israël. D'un autre côté, les États-Unis ne savent pas combien la Russie mise sur une guerre prolongée pour arracher une victoire, et que l'accord négocié par les États-Unis est peut-être l'une de ses seules chances restantes de sortir de la guerre sans perdre encore 100 000 soldats environ, et démolir complètement son économie dans le processus. Dans cette perspective, Trump aurait beaucoup à gagner en étant diplomate avec la Russie et l'Ukraine. Cela pourrait permettre aux États-Unis de contrôler les ventes de pétrole et de gaz naturel russes. Actuellement, les États-Unis achètent une partie de leur pétrole à l'Inde, qui achète son pétrole à la Russie. En 2023, les États-Unis ont acheté du carburant pour environ 5,14 milliards de dollars. Cela fait suite à l'interdiction par l'administration Biden des achats directs de pétrole russe aux États-Unis. Un nouvel accord pourrait éliminer l'intermédiaire et potentiellement inciter la Russie à réduire ses exportations vers la Chine, en créant une offre plus lucrative. Cela permettrait aux États-Unis de dominer le commerce du pétrole, la Chine n'ayant pas encore assez d'alternatives au transport maritime. L'importance réside dans les autres affirmations audacieuses de Trump, comme utiliser l'armée contre les cartels mexicains, vouloir mener des déportations massives d'immigrants illégaux et proposer une refonte des systèmes de défense nucléaire et aérienne du pays. Les programmes coûtent une somme exorbitante, et les gains de Trump issus de l'accord avec la Russie pourraient les financer. Trump a également tenté de renforcer la fabrication domestique. La revendication audacieuse la plus récente est d'imposer des tarifs significatifs allant jusqu'à 60% sur les produits provenant du Mexique ou de la Chine. Cela pourrait avoir des effets positifs pour les industries domestiques, mais sera intenable à court terme car le prix de certains biens pourrait grimper en flèche. La stratégie de Trump peut aussi inclure l'utilisation de la puissance militaire américaine pour obtenir de meilleurs accords de défense avec les alliés de l'OTAN, exigeant potentiellement plus de contributions financières ou d'achats militaires. Pour que les États-Unis restent dans l'alliance, Trump pourrait exiger des autres membres qu'ils augmentent leurs dépenses militaires ou paient directement les États-Unis pour accéder à des équipements et systèmes de défense vitaux, comme le parapluie nucléaire américain. Le concept pourrait aussi s'appliquer aux pays de l'Indo-Pacifique, notamment la Corée du Sud, le Japon et Taïwan. Ces pays ont des conflits ou des différends avec la Corée du Nord, la Russie et la Chine. Avec tous les 3 derniers pays possédant des armes nucléaires ou capables de l'être, les États-Unis. Étendre la couverture de défense nucléaire à la Corée du Sud, au Japon et à Taïwan pourrait être économiquement lucratif. Simultanément, l'effet pur que les États-Unis. Une protection impliquant l'armée pourrait minimiser son implication réelle, car selon la plupart des estimations, même la Chine est peu susceptible de provoquer un conflit avec les États-Unis pendant au moins quelques décennies. La Corée du Nord est un cas particulier, la Russie ayant intensifié son commerce avec elle, fournissant nourriture et technologie en échange de munitions, notamment des obus d'artillerie. La Russie contrôle pratiquement les progrès de l'armement nord-coréen. Si la Russie choisit de ne pas divulguer ses technologies et systèmes de missiles Cold War les plus efficaces, elle maintiendrait la Corée du Nord comme une épine relativement petite dans le pied de la Corée du Sud, qui demanderait occasionnellement de l'aide et des ventes d'équipements militaires aux États-Unis. Enfin, sur le front israélien, la collaboration américano-israélienne signifie que Trump pourrait tenter d'influencer les livraisons d'équipements militaires russes à l'Iran. Alors qu'Israël est estimé avoir un avantage industriel et technologique décisif, l'Iran a renforcé ses défenses. Si davantage de la même chose vient de Russie, le conflit pourrait durer beaucoup plus longtemps que souhaité et provoquer plus de crises humanitaires. Avec tous ces facteurs en tête, il est clair pourquoi Trump essaie de minimiser son attitude amicale envers Poutine. Les deux dirigeants ont beaucoup à gagner, en étant diplomatiques et impitoyables pour conclure le meilleur accord, mettant fin à la guerre en Ukraine. Cependant, Trump a un avantage décisif. L'économie américaine n'est pas au bord de l'effondrement, et la démographie du pays n'a pas chuté en raison d'un exode de professionnels compétents, et d'une hausse importante de la mortalité chez les jeunes soldats inexpérimentés, contrairement à la Russie. L'effet réel sur l'Ukraine pourrait malheureusement n'être qu'une réflexion secondaire, face à des enjeux plus importants, ce qui est préoccupant.
Si Zelensky n'accepte pas ces conditions, et que Trump tient ses promesses d'arrêter les dons militaires, et de forcer l'OTAN à se retirer du soutien au conflit, il est impossible de prévoir ce qui se passerait sur les lignes de front, à Donbass et Koursk. Alors, où en sont les commentaires actuels entre Trump et Poutine ? Poutine n'aime pas perdre, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il a été président pendant plus de 20 ans, dans un pays qui ne soutenait initialement que 2 mandats de 4 ans. Cela implique que si Trump tente de minimiser les gains russes en Ukraine, ou d'exiger trop lors du règlement de paix, la situation pourrait empirer. Il pourrait être plus difficile de convaincre le cabinet de Trump, car le discours dominant jusqu'à présent a été que la Russie était l'agresseur et que l'Ukraine avait le droit de se défendre. L'administration Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée offensivement en Russie, provoquant une escalade et des discussions sur l'utilisation d'armes nucléaires ou de missiles balistiques par la Russie. La Russie est une bombe à retardement. Les menaces de Poutine d'utiliser des armes nucléaires durant la guerre ont fait hésiter l'OTAN à livrer certains équipements et systèmes militaires vitaux. La plupart de ces lignes rouges ont été franchies d'une manière ou d'une autre, sans que la Russie ne réponde de manière significative. Mais cela pourrait ne pas durer. Si la Russie décide d'utiliser des armes nucléaires, il est impossible de prévoir les réactions en chaîne que cela pourrait entraîner. Premièrement, l'Ukraine est géographiquement proche de la Russie, donc des attaques à grande échelle finiraient par nuire à la Russie et aux pays voisins de l'Ukraine également. Dans un scénario plus réaliste, les missiles nucléaires seraient interceptés par les systèmes anti-aériens existants. Toutefois, si les États-Unis arrêtent de financer l'envoi du système, l'Ukraine pourrait se retrouver sans défense. De même, Poutine sait que Trump n'a pas un bilan éclatant en ce qui concerne les promesses et les affirmations audacieuses lors de ses campagnes présidentielles. Il peut en tirer parti pour clarifier certaines de ses priorités. La Russie restera sur la défensive jusqu'à ce que l'administration Trump précise sa position sur l'aide militaire et influence l'approche de l'OTAN face au conflit. Mais qu'en pensez-vous ? Trump obtiendra-t-il tout ce qu'il veut de Poutine ? Et combien devra-t-il céder ? Et quel est le rôle de l'Ukraine dans la fin de la guerre ? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous.